Comment faire pour trouver de la satisfaction lorsque, en tant que business analyst, on réalise des activités qu'on considère comme inutiles et ou rébarbatives? C'est une question qui m'a été posée lors d'un sondage à mes abonnés. Je vous avoue que c'était pas forcément évident pour moi de réfléchir à la réponse. Pourquoi? Parce que moi j'adore mon métier et en général je suis aussi quelqu'un de très optimiste. Je vois rarement le mauvais côté des choses et pourtant je les ai trouvés, ces mauvais côtés du rôle de business analyst. J'ai même trouvé pas mal d'anecdotes dont je me suis souvenue qui ont fait qu'à un moment de ma vie je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce métier, je m'ennuie, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas, je suis pas dans ma zone de confort, je serais mieux en train de faire autre chose. Et bien en fait tous ces moments qui font partie du rôle de business analyst, j'ai essayé de vous en donner une petite dizaine pour vous illustrer le côté peut-être moins agréable de ce métier, mais je vais pas vous laisser comme ça bien entendu. Je vais essayer de répondre à cette question, comment faire pour trouver de la satisfaction quand fatalement on fait des tâches rébarbatives ou qu'on considère comme inutiles. Je vais vous donner mes astuces, mais vous faire réfléchir également pourquoi on trouve finalement de l'insatisfaction dans son travail, en tout cas dans ce travail de business analyst. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Best of Business Analyst, qui est la chaîne référence des business analysts francophones. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr pour y trouver beaucoup d'informations gratuites sur cette discipline au carrefour des enjeux technologiques, économiques et de la gestion de projet et bien entendu de toute la dimension humaine. Vous allez trouver également des livres blancs, des e-books, vous trouverez des modèles de documents téléchargeables et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous allez y trouver également toutes mes formations et accompagnements que je propose à celles et ceux qui veulent se professionnaliser pour faire partie de la minorité pour l'instant, de 2% de professionnels formés à leur discipline qui du coup forcément font la différence auprès des employeurs et dans leur propre vie puisque beaucoup souffrent en silence d'un syndrome, le syndrome de l'imposteur, pour avoir l'impression d'être entourés d'experts et que eux-mêmes n'en sont pas, normal quand on n'est pas formé à cette discipline extrêmement complexe. Voilà, donc rendez-vous sur mon site internet pour plus d'informations. Je vous donne toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Alors, cette petite introduction faite, je regarde mes notes puisque vous savez que je prépare un petit peu, même beaucoup, mes vidéos. Alors cette fois-ci, pas vraiment de plan parce que tout simplement, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les moments où moi, en tant que business analyst, effectivement, j'ai également vécu des moments de pas de grande solitude, mais en tout cas d'insatisfaction. Je trouvais que je faisais des tâches inutiles, rébarbatives. Et comment je les ai dépassées? Parce que c'est vrai que je me suis pas forcément posé la question à l'instant T. Donc j'ai essayé de résumer finalement mon comportement par quelques tips, quelques astuces que je vous donne dans cette vidéo. Mais je vais surtout aussi commencer par à quel moment, en tant que business analyst, j'attendais la pause, j'attendais le soir, j'attendais le week-end, j'attendais une autre mission parce que je ne m'éclatais pas dans ce métier que pourtant j'adore. Alors, déjà, en vrac, après je vais vous expliquer un petit peu les tâches que j'ai pu considérer comme inutiles. Donc je vais être un petit peu diviser les deux, enfin séparer les deux, inutiles et après les tâches rébarbatives. Alors les tâches que j'ai pu considérer comme inutiles à un moment ou un autre de ma carrière, déjà quand j'ai dû écrire ce qu'on appelle un metadata dictionary en anglais pour un projet de business intelligence. Donc pour donner le contexte, je débutais, on va dire, j'étais à 0 à 2 ans d'expérience professionnelle en tant que business analyst, puisque je vous rappelle, avant d'être BA, j'étais professionnelle, j'étais en contrôle de gestion, donc je n'étais pas sortie d'école, j'étais déjà professionnelle depuis quelques années, mais en tout cas, j'étais débutante sur ce rôle de consultante en business intelligence. Ça s'appelait pas business analyst, j'étais consultante en business intelligence. Et à un moment donné, en fait, mon chef de projet m'a demandé d'écrire un metadata dictionary. Je ne savais pas ce que c'était, on m'a donné un fichier Excel et on m'a dit, voilà, dans les colonnes, la première colonne, tu vas mettre un nom qu'on emploie dans le projet et tu vas devoir mettre la définition à côté, mais surtout là c'était plutôt dans le domaine de la BI, donc c'était plutôt à destination des équipes techniques, donc c'était pas vraiment un glossaire. Bon, après je ne savais pas faire la différence entre un glossaire et un metadata dictionary, d'ailleurs je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas faire la différence, pourtant c'est vraiment très différent. Donc en gros, j'avais mon fichier Excel et il fallait que je mette la définition d'un terme que je devais mettre dans la première colonne, un terme que je rencontrais peut-être sur de la documentation technique ou lors d'ateliers de travail. Il fallait simplement que je fasse un petit peu l'Académie française, que je mette la définition. Je voyais pas vraiment l'intérêt, mais je reviendrai là-dessus. En tout cas, je l'ai fait, mais je voyais pas à quoi ça servait, donc je trouvais ça plutôt comme inutile. Ensuite, il y a eu aussi un moment donné
j'étais en maintenance dans un projet de maintenance évolutive et corrective et on m'a demandé de faire des rétrospécifications. En gros, d'écrire, de rédiger des spécifications fonctionnelles pour un logiciel qui existait déjà. Donc là, je voyais pas l'intérêt puisque pour moi, on écrit les specs et après, on développe le logiciel. Donc pourquoi faire des specs a posteriori? J'avais l'impression que on m'occupait un petit peu, je voyais vraiment pas l'intérêt. Donc ça aussi, c'était une tâche que j'ai pu considérer comme inutile. Je vais vous expliquer évidemment après pourquoi en fait c'est extrêmement utile. Je vais pas aller forcément dans le détail, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais évidemment tout cela a une utilité, sauf qu'on s'en rend pas forcément compte au moment où on le fait. Ensuite, une autre tâche que j'ai pu trouver comme inutile, c'était de relire ou de faire relire et de faire vérifier mes livrables. Donc, par exemple, j'écrivais encore une fois des specs et il fallait que, ou un glossaire, peu importe, et il fallait que je passe un certain temps à les faire relire, à les faire vérifier. Et moi, j'avais mon échéance, il fallait que je rende mes specs à une date précise. Je trouvais que ça me faisait prendre du retard et que je savais, moi, que c'était bon. Il n'y avait pas forcément besoin de passer autant de temps là-dessus. En plus, face à moi, j'avais peut-être des contributeurs qui n'étaient pas super motivés ou j'avais l'impression que ça servait à rien, qui relisaient plutôt très rapidement. Et donc, voilà, ça me semblait inutile également. Ensuite, quand on est dans un projet qui n'est pas géré de manière agile, qui est géré de manière traditionnelle, on passe quand même pas mal de temps à documenter les exigences et autres. Donc en tout cas, c'est ce qu'on fait dans la conception fonctionnelle ou dans les analyses. Et quand on est dans la phase de conception fonctionnelle, eh bien on passe quand même beaucoup de temps dans les projets traditionnels, cycle en V, en cascade et autres modèles de gestion de projet. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous ne savez pas ce que c'est que la gestion de projet informatique, renseignez-vous par le biais de ma chaîne, par le biais de mon site internet ou dans d'autres sites évidemment sur la gestion de projet pour savoir ce que c'est. C'est très spécifique à la gestion de projet informatique. Il y a beaucoup de certifications internationales qui permettent de se former au jargon, aux bonnes pratiques et c'est quelque chose qu'on doit absolument connaître quand on est business analyst. Donc moi je forme sur notamment le vernis, les fondamentaux pour ne pas être complètement largué, avoir l'impression de recommencer chaque fois une nouvelle mission sans comprendre le contexte. Mais sachez que la gestion de projet informatique est extrêmement importante pour l'organisation du travail du business analyst. Et là, en l'occurrence, eh bien, dans cette spécificité que sont les gestions de projet, les méthodologies traditionnelles du type cycle en V ou modèle en cascade, eh bien, on réécrit parfois la même spec plusieurs fois pour mettre à jour parce qu'on a appris des nouvelles informations ou justement on a fait une boucle de vérification-validation qui a conduit à modifier ce qu'on avait passé quand même pas mal de temps à écrire, qui nous avait donc demandé beaucoup de temps. Et il faut tout le temps réécrire la même spec. Au bout d'un moment, on en a un petit peu ras-le-bol et parfois je trouvais ça un peu inutile de passer autant de temps sur corriger quelques mots. Ensuite, une autre tâche que j'ai pu considérer à un moment donné de ma carrière comme étant inutile, c'est certaines réunions, voire beaucoup, où je trouvais parfois ma présence inutile, je voyais vraiment pas ce que je faisais là, ce que j'apportais. Il y avait 2 heures de réunion, parfois vraiment je savais pas ce que je faisais là, d'autres fois je voyais pas pourquoi je mobilisais 2 heures de mon agenda pour 5 minutes d'utilité pour moi, et j'en passe. En tout cas, c'est cette notion de réunion qui peuvent nous sembler parfois extrêmement inutiles. Une autre tâche, après je m'ai arrêtée là parce que finalement il y en a quand même pas mal. Donc une autre tâche qui m'a paru inutile, cette fois-ci c'était, alors j'étais business analyst, en tout cas j'étais praticienne en business analyst, mais pas dans les systèmes d'information, c'était cette fois-ci dans le cadre d'une mission, puisque moi j'étais prestataire externe, une mission de redéfinition des processus internes de l'entreprise. Et donc dans ce cadre-là, il fallait écrire à la fois cartographier le paysage, on va dire les bonnes pratiques des contributeurs, des utilisateurs, mais également il fallait documenter les procédures internes. Donc dans tous ces documents, on commençait à chaque fois, ça c'était la demande de mon client, il fallait commencer par un CIPOC qui est un diagramme, une modélisation des flux entrants et sortants et des données entrantes et sortantes. Et en l'occurrence, ce CIPOC, je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'en faisais et ça me semblait inutile parce que pour moi, on disait déjà tout dans le document de procédure. J'avais vraiment l'impression qu'on rajoutait quelque chose qui servait à rien juste parce qu'on m'avait demandé de le faire. Voilà, donc là, c'est des tâches que j'ai pu considérer comme inutiles lorsque j'étais en mission. Il y en a sans doute et certainement beaucoup d'autres. Et c'est vrai que moi, je les ai dépassées assez rapidement et je vais vous expliquer comment j'ai dépassé ce sentiment d'inutilité. Pas forcément en toute conscience, hein, ça a été fait peut-être de manière un peu intuitive, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine également. Alors maintenant,
ça c'est les tâches que j'ai considérées comme inutiles. Quelles sont les tâches que j'ai pu considérer comme rébarbatives? Alors je me souviens qu'au début, on m'a demandé pour une... alors j'étais chef de projet sur des interfaces, chef de projet maîtrise d'ouvrage, donc ça fait partie des professionnels qui pratiquent la business analysis quand on est chef de projet maîtrise d'ouvrage. Et là, en l'occurrence, parmi les specs que j'écrivais, il y en avait où je me concentrais uniquement sur l'écriture des fichiers de l'interface, des fichiers en XML. Alors je connaissais le XML, j'avais été formée, par contre je trouvais ça pas fun du tout, c'était pas visuel, c'était de l'interface, de la tuyauterie entre systèmes, et moi j'aimais bien le côté soit créatif, le côté visuel, peut-être les interfaces, les IHM, etc. Et là pas du tout, c'était la tuyauterie. Donc je trouvais ça très rébarbatif, et puis je me disais mais pourquoi je dois écrire finalement des interfaces en XML, enfin des fichiers XML, c'est pas moi, c'est aux développeurs de le faire. Donc pourquoi moi, praticien business analyst, je suis censée le faire? Donc bon, il fallait que je le fasse, entre guillemets j'obéissais, et ça faisait quand même partie des tâches que je considérais comme rébarbatives. Alors ensuite, autre tâche que je n'aimais pas du tout, c'était exécuter les tests de non-régression. J'en ai déjà parlé, regardez sur ma chaîne et également sur mon site internet Best of Business Analyst. Et les tests de non-régression, c'est pas quelque chose que je trouvais très fun du tout. Vraiment, je comprenais qu'il fallait le faire, donc là pour le coup c'était pas inutile, mais j'aimais pas. Voilà, j'aimais pas faire ça, je m'ennuyais. Alors ok, les journées elles passaient vite parce que c'est séquencé, il y a quand même beaucoup de choses à faire quand on doit vérifier qu'il n'y a pas de régression lorsqu'on met en place un nouveau composant ou une nouvelle fonctionnalité et que ça n'a pas eu des effets de bord sur ce qui existait avant, puisque je vous rappelle que les tests de non-régression ont cet objectif-là, de vérifier que ce qui fonctionnait bien avant un update, une mise à jour, ou la mise en place soit d'un patch pour corriger ou d'une nouvelle fonctionnalité, eh bien on vérifie que la correction ou l'ajout n'a pas d'effet négatif sur le code qui fonctionnait bien avant. Donc ça, on le connaît surtout quand on est en maintenance évolutive et corrective. On le connaît aussi très bien lorsqu'on est dans les approches agiles. On est sans arrêt en train de faire de delivery, de faire des product incréments. Alors, désolé pour le jargon, mais c'est vrai que il y a des fois, je fais des vidéos qui sont pour les débutants, et des fois, j'emploie un jargon que les business analysts déjà en poste connaissent un petit peu mieux. Là encore, si c'est un peu trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Ça s'adresse un petit peu à tous les publics. Voilà, donc les tests de non-régression, voilà, pareil, plutôt rébarbatif. Ensuite, autre chose, il y a eu, alors c'était plutôt au début de ma carrière, mais des ateliers d'idéation avec beaucoup de contributeurs, en ayant l'impression que j'arrivais pas à leur faire sortir des idées innovantes en fait. Donc quand on fait des ateliers d'idéation, le but c'est de faire émerger des idées. On a des contributeurs et le but c'est on a un problème, on attend en sortie un certain nombre d'idées pour résoudre ce problème, puisque nous en tant que business analyst, encore une fois, on n'est pas les sachants, on est ceux qui faisons faire des synergies pour avoir des informations de valeur, mais ça fait partie de nos compétences. Bien, au début, c'est pas évident, et même pendant un certain temps, on réunit les bonnes personnes, on sait que c'est les bonnes personnes, on fait des ateliers, on essaye d'appliquer les bonnes pratiques par exemple du design thinking, etc. Mais on n'y arrive pas, quoi. On a l'impression qu'il n'y a rien de concret qui sort. Donc ça me semblait rébarbatif forcément, puisque j'étais pas à l'aise du tout avec ça. Ensuite, autre chose, c'est les ateliers, là encore, ou les workshops, ou peu importe, quand on a des contributeurs qui sont pas impliqués. Alors soit ils arrivent en retard, soit ils préviennent que sur 2 heures, ils vont partir 1 heure à l'avance, soit ils sont clairement pas dans l'atelier de travail, on les voit qui regardent tout le temps leur smartphone, qui consultent leur mail, qui regardent même, ils ont parfois leur ordinateur, et on a vraiment l'impression qu'ils sont pas du tout impliqués dans cet atelier que nous, pourtant, on a vraiment préparé et on a besoin de leur pleine présence. Donc ça, pareil, c'était plutôt rébarbatif, ces contextes-là. Et puis, également, je me souviens que, alors moi, j'étais contrôleur de gestion dans une première carrière, mais pourtant, il y a quelque chose que j'aimais pas trop, j'étais pas à l'aise, c'était faire des business cases compliqués, complexes. Business case, c'est quoi? C'est des analyses de rentabilité, donc c'est des fichiers Excel, en gros, où on va mesurer le retour sur investissement d'une solution d'investissement technologique. On peut le faire notamment, alors tout au long d'un projet, lorsqu'il y a une décision d'investissement technologique, mais en tant que business analyst, on le fait surtout en avant-projet, notamment assorti à l'étude d'opportunité, lorsqu'on va réfléchir à plusieurs options, plusieurs
potentielles solutions et à chaque fois on va voir la partie qualitative, ce que ça résout comme problème, ce que ça permet d'apporter comme opportunité ou de limiter comme risque, et on va également pour chacune de ces potentielles solutions faire un business case pour voir ce que ça coûte évidemment ou ce que ça rapporte à l'entreprise. Et bien malgré que moi dans une précédente carrière j'étais donc contrôleur de gestion, plutôt à l'aise avec tout ça, c'est quelque chose que je trouvais plutôt rébarbatif. Alors est-ce que c'était justement pour ça parce que j'avais voulu un peu fuir mon ancienne carrière, mais moi je me sentais pas à l'aise, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit peu un topo des tâches que j'ai pu considérer comme inutiles ou rébarbatives. Alors je me suis penchée sur pourquoi finalement est-ce qu'on trouve qu'une tâche est inutile? Et pourquoi est-ce que c'est important de se poser cette question? C'est parce que quand on réfléchit vraiment à ça, plutôt que de se plaindre ou d'être insatisfait dans sa journée de travail ou durant une mission, eh bien ça va nous permettre déjà de la rendre plus significative, de changer notre perspective à son égard de cette tâche-là, et puis aussi de progresser, parce que quand même le but, j'espère que ça l'est aussi pour vous, c'est de progresser à titre personnel, professionnel. C'est ça qui fait que dans la vie, on est aussi beaucoup plus satisfait, qu'on est aussi satisfait de son métier. Et c'est vrai que parfois, le simple fait de prendre un peu du recul, d'avoir cette réflexion sur l'importance de la tâche et pourquoi on la trouve comme inutile ou rébarbative, et bien ça nous permet vraiment de donner du sens à cette dernière tâche et de la rendre moins inutile, moins rébarbative. Alors déjà la notion d'inutilité, quand on trouve une tâche inutile, eh bien c'est souvent parce qu'on trouve qu'elle n'est pas pertinente ou elle manque de pertinence apparente. Et donc comme à première vue on ne voit pas son intérêt, ça contribue à nous la rendre totalement inutile. Je vous donne encore une fois, alors je reprends ma petite liste des tâches que moi je considérais comme inutiles. Typiquement voilà le Metadata Dictionary, je ne voyais pas l'intérêt, voilà, ou les rétrospécifications, je ne voyais pas l'intérêt. Si j'avais été formée, si j'avais su que le Metadata Dictionary, c'est très important pour éviter une ambiguïté, ça permet d'être partagé avec l'équipe de développement, de s'assurer que quand ils vont coder avec la bonne information, et n'oublions pas que tout manque de clarté, toute ambiguïté, c'est même quasiment systématiquement source d'erreurs après dans le code du logiciel. Donc c'est vraiment un effet cascade hyper important. Et quand on est notamment dans les logiciels de business intelligence, on travaille sur des logiciels d'éditeurs qui ont déjà des fonctionnalités qui existent, qu'on va paramétrer, mais il faut comprendre ce qu'on paramètre. Et il faut que tout le monde partage le même vocabulaire, tout le monde de la partie chez les clients, chez les fonctionnels, chez les développeurs, etc. Et donc, si on m'avait expliqué à l'époque à quoi ça allait vraiment servir, déjà j'aurais mieux travaillé, parce que plutôt que d'écrire une définition sans faire trop d'efforts pour être sûr qu'elle est claire, non ambiguë, parce que ça évidemment c'est aussi ce qu'on fait, quand on ne sait pas, on le fait moins bien. Si j'avais su, j'aurais sans doute beaucoup mieux travaillé et j'aurais trouvé beaucoup plus de plaisir à travailler sur cette tâche qui me semblait inutile. Ensuite, évidemment, quand ça semble inutile, je vous apprends rien, ça vous apporte pas vraiment de satisfaction. En tout cas, immédiatement, il y a ce manque de satisfaction immédiate parce que quelque part, vous voyez pas de résultat tangible à la tâche en question et donc pas de satisfaction. Et on ne reconnaît pas la valeur aussi de cette tâche. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir l'impression que on vous occupe, comme moi ça a été vraiment mon cas. J'ai eu l'impression que il n'y avait pas trop de tâches pour moi, donc on me donnait un truc pour m'occuper un petit peu dans ma journée. Je dis pas que ça arrive pas, mais il y a beaucoup de fois où c'est pas forcément le cas et c'est bien d'en prendre conscience. Ensuite, là aussi, je vous apprends rien, la répétitivité, la monotonie, les tâches qui se répètent régulièrement, qui sont monotones, elles peuvent sembler inutiles parce qu'elles ne stimulent pas votre créativité, votre intérêt. Or, c'est pas vrai. Ces tâches peuvent être extrêmement importantes. C'est pas parce que vous dites c'est répétitif, c'est toujours la même chose, qu'elles n'ont pas de valeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des outils en informatique qui s'appellent notamment des outils de RPA, de Robot Process Automation, qui ont pour objectif de standardiser, d'informatiser, on va dire, les tâches répétitives et qui pour autant ont beaucoup de valeur. Simplement, les processus sont connus et sont répétés et sont répétables d'ailleurs.
Ensuite, pour une autre raison pour laquelle on peut trouver une tâche inutile, c'est là encore la faible valeur perçue. Si vous estimez, ça revient avec le point précédent, si vous estimez que cette tâche-là n'a pas un impact significatif ou qu'elle ne contribue pas de manière significative à un projet ou à un objectif, là vous pouvez la considérer comme inutile. Une rétrospécification, moi je voyais pas l'intérêt, si on m'avait expliqué que oui, mais quand tu es sur un projet de système d'information et que tu as un ticket utilisateur, donc tu es sur un projet plutôt en run, c'est-à-dire en maintenance évolutive et corrective, tu as un ticket utilisateur qui demande de faire une correction d'une anomalie évaluée ou alors de faire évoluer de manière assez mineure une fonctionnalité ou le logiciel. Eh bien, comment le faire? Comment on peut, en tant que business analyst, évaluer l'impact de cette demande sur le logiciel? Comment on peut savoir qu'on n'introduit pas des défauts alors que ça fonctionnait bien avant? Comment est-ce qu'on peut savoir que même si on n'introduit pas de défauts, finalement, on ne va pas changer le besoin source qui a conduit à la création de ce logiciel? Eh bien, ça passe par le fait qu'on doit s'appuyer sur de la documentation générale. En tant que business analyst, on ne va pas regarder le code pour aller essayer de voir les règles métiers, par exemple. D'abord parce qu'un logiciel, c'est énorme, et surtout quand ça évolue sur des années, il y a des codes dans tous les sens, et surtout, c'est documenté tout ça. Et quand c'est pas documenté, c'est en général parce que c'est un logiciel qui a pu avoir été initié il y a des années auparavant où il n'y avait pas de spécifications, ou alors les spécifications fonctionnelles, elles existaient, mais elles n'ont pas été mises à jour, ce qui fait qu'on se retrouve avec de la documentation obsolète. Eh bien, de faire des rétrospécifications, ça sert à ça. Ça sert notamment à avoir de la documentation, à documenter ce que fait le logiciel, toutes ces fonctionnalités, ces exigences non fonctionnelles, pourquoi, comment toutes ces fonctionnalités, ces exigences sont coordonnées entre elles, comment elles sont reliées entre elles et comment elles sont reliées également aux besoin initial, et ainsi lorsqu'on a un ticket utilisateur, on est capable de faire des analyses d'impact. Et c'est pour ça que les rétrospécifications, entre autres, sont très importantes. Si on m'avait expliqué ça, je l'aurais trouvé, j'aurais perçu son importance, et donc bien entendu je les aurais fait avec beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'efficacité et de conscience professionnelle, même si je considère que je suis quand même consciencieuse, mais je vous fais pas un dessin, quand on a l'impression que ça sert à rien, on est quand même, je pense, moins efficace et moins consciencieux. Ensuite, une autre raison pour laquelle on peut trouver une tâche inutile, c'est un manque de compétences et d'expertise. Et effectivement, parmi les tâches que j'ai trouvées comme inutiles ou rébarbatives, c'est un moment de ma vie où j'avais pas la compétence que j'ai maintenant. Par exemple, je vous ai parlé des ateliers d'idéation avec beaucoup de contributeurs et l'impression que j'arrivais pas à en sortir des bonnes idées. C'était clairement un manque de compétences parce que ça s'apprend en fait d'aider les contributeurs à idéer, à avoir des idées. Voilà, donc ça c'est typique, un manque de compétences. De même, quand on fait des ateliers avec des contributeurs qui n'ont pas l'air impliqués, qui pianotent sur leur smartphone, etc. Ou alors qui partent avant la fin, etc. Avec plus d'expérience, c'est une évidence qu'on sait gérer ces cas-là. Parce que ces cas-là, ils arrivent, on sait que, moi j'avais un souvenir d'un manager, alors pour le coup c'était pas un business analyst, qui systématiquement, lorsqu'il commençait une réunion, il disait à tous ses collaborateurs, il avait la possibilité de le faire parce que c'était lui le manager, mais il leur disait à tous, vous n'arrivez pas avec votre téléphone, vous le mettez, vous le laissez à l'entrée de la salle de réunion, vous récupérez votre téléphone à l'entrée, personne n'arrive, vous n'arrivez pas avec votre ordinateur non plus. Alors il pouvait le faire parce que forcément lui, c'était lui le manager. En tant que business analyst, vous pouvez pas forcément faire ça. Par contre, vous avez des compétences en gestion de groupe, en animation, en facilitation qui font que vous arrivez beaucoup mieux à gérer ce type de comportement. Donc une tâche qui était rébarbative, elle devient peut-être même presque un jeu parce que vous savez comment faire et surtout ça vous génère de la satisfaction quand vous vous rendez compte que potentiellement un contributeur qui n'était pas trop présent au début, vous arrivez à le faire rentrer dedans et ça peut être lui qui est de plus en plus, qui est même le plus bavard de l'atelier de travail. Donc vraiment, ça c'est important, dites-vous que quand vous considérez qu'une tâche est rébarbative ou inutile, peut-être que tout simplement, il vous manque de l'expérience, de l'expertise, de la compétence. Et dites-vous alors en ce cas-là, comment vous pourriez faire pour acquérir cette compétence. Et puis évidemment, vous pouvez la trouver inutile cette tâche tout simplement parce que vous n'avez pas de motivation ou d'engagement en vous-même. Donc inutile ou rébarbatif, c'est totalement
audible de pas aimer tout ce qu'on fait, tout son job. Si vraiment c'est votre cas, si vous considérez vraiment que vos journées... Alors moi je reste sur le métier de business analyst, mais si vous me regardez, vous n'êtes pas forcément business analyst, vous êtes peut-être en train de réfléchir à un autre métier que celui que vous pratiquez. Vous êtes peut-être dans la compta, vous êtes peut-être dans la logistique, vous êtes peut-être un expert en marketing, vous êtes peut-être un expert métier et vous envisagez de devenir business analyst en regardant sur cette chaîne si ça vous correspondrait. Et effectivement, vous avez peut-être un manque de motivation, un manque d'engagement à l'égard de votre métier ou de certaines tâches, et donc c'est naturel évidemment de la percevoir comme inutile parce que pour vous, elle est sans intérêt et sans importance. Si c'est le cas, posez-vous vraiment la question, évidemment, si votre métier, votre mission est faite pour vous, et puis faites pourquoi pas des démarches pour en sortir. Ça n'est pas une fatalité de subir un métier ou une mission qu'on n'aime pas. Moi-même, j'ai fait 3 reconversions professionnelles, donc je sais ce que c'est. Et en tant que praticienne en business analyse, j'ai vraiment pris la décision de changer très régulièrement de mission, de sortir souvent de ma zone de confort. Je me connais, je sais ce dont j'ai besoin. Je sais qu'il y a des activités en business analyst que je n'aime pas, qui m'éclatent pas du tout. Donc c'est vrai que je ne vais pas vers ces missions-là. J'étais freelance, donc je pouvais quand même choisir assez facilement mes missions. Donc je savais évidemment sélectionner les missions, les contextes de travail qui m'épanouissent le plus possible. Je vous invite à faire ça également d'ailleurs si c'est votre cas. Essayez d'être acteur ou actrice de votre vie professionnelle. Alors, je vais quand même vous donner quelques conseils. Ce sont que des conseils, mais ça peut bien fonctionner pour vous aider à dépasser ces moments où vous ne trouvez pas de satisfaction dans la réalisation de vos tâches que vous considérez peut-être comme inutiles ou rébarbatives. Alors, c'est pas forcément facile, mais essayez, pourquoi pas, d'appliquer ces conseils. D'abord, premier conseil, eh bien, essayez de trouver le sens caché qui est derrière ces tâches qui peuvent vous sembler ennuyeuses. Parce que même la plus ennuyeuse des tâches, elle a un sens. Elle peut avoir un sens beaucoup plus large que vous voyez peut-être pas. Peut-être que vous avez juste le nez dans le guidon et que vous voyez pas l'intérêt peut-être pour la business unit, le projet, le client, l'utilisateur, etc. Essayez vraiment d'aller voir au-delà et n'oubliez pas qu'en business analyst, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la vision plus large que juste la tâche qu'on est en train de faire ou que la fonctionnalité sur laquelle on travaille ou que sur le composant sur lequel on travaille. Notre but à nous, notre objectif, notre plus-value, entre autres, c'est d'avoir cette vision, cette compréhension des enjeux économiques, technologiques, organisationnels et humains qui entourent en fait tout projet de système d'information. Donc ça, c'est la première chose. Essayez de trouver le sens plus large caché de cette tâche-là. Ensuite, pourquoi pas, pour ceux qui aiment bien la perfection, essayez d'aller chercher la perfection. Considérez ces tâches finalement comme un objectif de perfectionner vos compétences. Donc moi, dans les tâches de non-régression qui ne me passionnent pas, pourquoi pas, comme à chaque fois, en fait, on réexécute le même test, on vérifie juste que ça n'a pas cassé ce qui fonctionnait avant, amusez-vous à faire des tests les plus spécifiques possibles ou qui trouvent la petite bête en étant de plus en plus pointu, en cherchant peut-être des cas aux limites, etc. ou des données un peu particulières. Pourquoi pas aller chercher la perfection? Ensuite, un troisième conseil, pourquoi pas vous challenger, vous créer votre défi à vous, un défi personnel. Fixez-vous des idées, des défis qui vous sont propres pour rendre ces tâches plus intéressantes. Par exemple, si vous avez l'habitude de réaliser cette tâche dans un temps donné, essayez de le faire plus rapidement et avec autant de qualité. Voilà, donc essayez de trouver... Alors je vous dis ça pour vous, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, mais si vous êtes obligé de faire des tâches que vous considérez comme ennuyeuses, etc., autant essayer de faire passer la journée de la manière la plus agréable possible et du coup d'optimiser, d'améliorer vos compétences. Donc pourquoi pas, encore une fois, créer des défis personnels. Ensuite, c'est un peu enfoncer une porte ouverte parce que ça, typiquement, ça fait partie des conseils que chacun essaye d'appliquer de manière naturelle. C'est tout simplement de trouver des moments de plaisir pendant que vous réalisez la tâche. Alors, par exemple, vous aimez la musique, vous mettez de la musique qui vous rend la réalisation de cette tâche agréable. Vous pouvez écouter un podcast intéressant. Alors, bien entendu, c'est des tâches qui nécessitent, dans ces cas-là, peut-être moins de concentration que d'autres. Mais pourquoi pas essayer de trouver des moments agréable pendant cette tâche et ne pas être juste en train d'être pressé qu'elle se termine. Un autre conseil, c'est de visualiser les résultats, de garder à l'esprit vraiment les résultats positifs de ces tâches, même s'ils ne sont pas forcément évidents initialement.
c'est vraiment un moyen de rester motivé. Par exemple, imaginez que, bon, ok, je me focalise sur cette tâche, ça va me prendre 2 jours, mais après, je vais être content parce que je pourrais passer à une autre tâche qui me plaît beaucoup plus et aussi, ça peut être aussi des tâches qui ont une forte charge mentale. Et donc, focalisez-vous sur le fait qu'une fois que ce sera terminé, vous aurez plus cette charge mentale et vous serez bien. Et donc, mode robot. Regardez les sportifs, souvent, quand c'est très très dur, ils se mettent en mode robot. Ils réfléchissent pas, ils pensent pas, ils font. Et des fois, c'est vrai que de se mettre dans cette visualisation de ce qui serait agréable pour vous ultérieurement, ça peut vous aider à passer ces moments peut-être un peu moins agréables. Après, en 6e conseil, les récompenses personnelles. Alors bon, là pareil, vous le faites aussi tous déjà plus ou moins. Accordez-vous des récompenses après avoir accompli ces tâches. Alors je dis ça, mais plein de gens ne le font pas. Donc ça peut être sympa. Ça peut être faire une pause café avec vos collègues. Ça peut être, et c'est pas un bon conseil, aller prendre quelque chose de sucré. Bon, c'est pas forcément le bon conseil pour le coup, mais moi par exemple, ce que j'aime bien, c'est j'ai une to-do list, comme beaucoup de personnes organisées, et j'aime bien cocher ma petite tâche. Une fois qu'elle est terminée, je suis contente parce que voilà, ça c'est fait et je me dis ma journée, au moins je l'ai passée à faire quelque chose d'efficace et voilà, mon petit plaisir, c'est ma petite case qui est cochée. Bon, c'est pas quelque chose de transcendant, mais encore une fois, trouvez-vous des récompenses personnelles. Et puis un autre conseil, et là encore c'est très important, c'est d'essayer de changer de perspective, c'est-à-dire encore une fois, plutôt que de les considérer comme ennuyeuses ou inutiles, voyez-les comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Quand vous faites des rétrospécifications, demandez-vous comment vous allez faire pour rédiger le mieux possible les exigences. Si vous faites le glossaire ou le metadata dictionary, qui est peut-être pas quelque chose que vous aimez faire, et bien pareil, essayez d'être hyper pointu et de vous dire que vous allez progresser dans votre manière de documenter. Je vais vous montrer un petit schéma que j'ai, c'est pas un schéma, c'est un dessin que j'ai imprimé. Et regardez, ce sont les mêmes représentations, seul le sens change. Alors hop, je le mets à côté, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Regardez, en haut, on voit girafe, éléphant et je sais plus quoi en dessous. Et en dessous, c'est exactement le même dessin, sauf que, je vous repose ça, sauf que c'est juste à l'envers. Par exemple, la chèvre, ah oui, c'est chèvre. Chèvre ici, vous voyez, chèvre, vous voyez bien, regardez ce que c'est en dessous. C'est un phoque. Alors moi, je fais à l'envers de la caméra, mais c'est bluffant et c'est exactement pourtant la même représentation. Pareil, l'éléphant se transforme en cygne et la girafe va se transformer en pingouin. C'est amusant de se rendre compte que effectivement, juste de changer de perspective, ça vous permet de faire les choses complètement différemment et d'optimiser les moments, ces opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Voilà, c'était vraiment pour vous donner des exemples que, en fin de compte, trouver de la satisfaction dans des tâches rébarbatives, ça dépend souvent de votre attitude, de notre attitude, je m'inclus dedans, de notre approche mentale envers celle-ci, et qu'en modifiant en fait la perspective qu'on en a, eh bien, ça nous permet aussi de trouver des moyens de rendre ces tâches plus engageantes. On peut être vraiment parfois surpris par la satisfaction qu'on peut finir par en retirer. Et je vous invite à vous remémorer certaines tâches qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans, vous trouviez inutiles, rébarbatives, et à réfléchir que peut-être maintenant c'est tout l'inverse, vous appréciez de les faire. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker pour faire vivre ma chaîne, également pour me dire de continuer, puisque c'est du travail de vous fournir toutes ces informations gratuites sur ma chaîne. Également, je vous invite à aller sur mon site internet Best of Business Analyst si vous avez besoin d'un coaching pour vous accompagner, par exemple, sur ce type de problématique, si je peux vous aider à mieux travailler, à être plus efficace, à améliorer vos compétences. N'hésitez pas à faire à moi. Dans mon site internet, il y a les différentes formules de coaching que je propose. Et si vous voulez bien entendu faire partie des 2% de business analystes formés, professionnalisés, qui font toute la différence et qui vous donnent un avantage compétitif énorme sur les autres business analystes, que vous soyez en plein processus de reconversion ou débutant ou avec déjà une certaine expérience et une sacrée expérience, n'hésitez pas non plus à aller voir les formations que je propose. Je suis donc Alice Sbacci pour l'organisme de formation Best of Business Analyst. Cet organisme est désormais certifié Calliope, ça c'est pour les Français, et également éligible au CPF, au compte personnel de formation.
Ça, c'est également pour les Français et vous pouvez aller voir toutes ces informations-là sur mon site internet. Également, tout est indiqué en barre de description. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.